On va visiter les vestiges juifs de l'Alsace, là. Oui, dépêche-toi, rentre. Mon voyage dans le Grand Est de la France continue et j'arrive en Alsace. Quand mon ami et guide Yoav Rossano m'a montré la carte de l'Alsace avec toutes les villes et les villages où on peut trouver des vestiges juifs, je suis resté bouche bée. J'ai pensé à une blague. Je pensais qu'il voulait me décourager, ou alors se moquer de moi. Il m'a assuré que c'est vrai. Et pour ça, il me sollicite à partir. Pendant que je parle, je suis obligé de regarder de chaque côté. Et je me suis aperçu que je suis plongé dans l'histoire des Juifs de France. En vérité, j'ai l'impression d'être rentré dans un grand shtetl, un terme en yiddish pour indiquer les villes de taille modeste en Europe de l'Est où vivaient les Juifs. Je ne sais pas si je pourrai tout voir, mais mon voyage en Alsace a déjà commencé. C'est pour cette raison que je souhaite me rendre immédiatement dans un lieu unique. Peut-être le dernier témoignage de ce monde rural, une particularité de cette région qu'on ne trouve pas ailleurs. Une vie simple et pauvre, où les gens exerçaient principalement des travaux liés à l'agriculture, à l'élevage, à la production de produits alimentaires locaux et à l'artisanat, comme la broderie. Il me semble voir les femmes qui cousaient et brodaient ensemble les précieux manteaux pour décorer la synagogue et couvrir les rouleaux de la Torah, avec des tissus obtenus à partir de vieux vêtements. Les gens priaient dans les greniers, la choule, l'école, qui étaient les lieux où vivait la communauté. Je ne voudrais plus jamais quitter cet endroit. Je ne l'oublierai jamais. Et je ferai tout ce que je peux pour aider ces gens à le faire revivre. Est-ce un rêve? Oui. Mais comme je l'ai déjà dit une fois, ce sont les rêves qui nous font vivre. Un début sans précédent. Allez, on continue. Le voyage est long. Bonjour. Alors vous êtes Daniel Reutenauer. Je Le suis maire. le maire de Balbronn. Très bien. Alors ici, il y a une grande histoire juive. La communauté était présente depuis quand, à peu près? Ah bah depuis le Moyen Âge. Depuis le Moyen Âge, elle s'est étendue à la fin des années 1800. Ouais. Et cette synagogue qu'on voit là, elle a été construite à la fin des années 1800-1890, alors que l'Alsace était allemande. Ah, d'accord. Et c'était nombreuse comme communauté au rapport de Proportionnellement, citoyens, ouais. alors le village de Balbronn est un village principalement protestant. Ouais. Mais on peut dire que la proportion juif et catholique était sensiblement pareille. Peut-être qu'il y avait même plus de juifs que de catholiques à cette époque-là. Et il y a encore une communauté aujourd'hui? Non, Ou quelques juifs? On a une famille juive. Ah, d'accord. Encore, c'est tout. C'était le quartier juif ici? Non, il n'y avait pas de quartier juif. Ah, ok. C'est justement les gens, les juifs, les protestants, les catholiques étaient mêlés. Ah. Il n'y avait pas de quartier. Les gens étaient répartis partout. Ah, d'accord. On va dire de manière œcuménique dans le village. Il y a une histoire intéressante. Oui, bon, pour l'histoire, pendant la période nazie, il y a le rabbin de Balbronn a apporté les rouleaux dans la maison voisine, juste en face, Ouais. et elles ont été cachées au grenier, sous les planches, pendant toute la guerre, Wow. et récupérées après la guerre, Et le dernier mariage, vous m'avez dit que c'est dans quelle date? fin des années 50. Il y a une autre histoire très importante sur cette synagogue. Oui, oui, dans les années 90, 1990-93, la synagogue devait être démontée, pierre par pierre, et remontée à Jérusalem. Ah, et c'est pour quelle raison? C'était qui avait choisi pour la préserver, pour qu'il n'y avait plus de communauté? C'est ça, Ah, c'est elle ça. ne servait plus ici, on va dire. Ouais, c'est ça. Les fondations existaient déjà à Jérusalem, Ah, un plan existait, et finalement, en 1993, le ministre de la Culture français, qui était Madame Catherine Trautmann, a dit le patrimoine français, Reste en alsacien, il reste en France, en Alsace. C'est une grande responsabilité de garder son patrimoine.
un choix qui doit être suivi par l'action. Ces images doivent rappeler qu'il faut agir tout de suite. La mémoire des Juifs, c'est la mémoire de la France. Et on parcourt cette mémoire en passant de village en village. En Alsace, il suffit de s'arrêter au centre de la ville et demander où est la synagogue ou la rue des Juifs. Tout le monde connaît. Les Juifs faisaient partie de la vie quotidienne. Et malgré les périodes difficiles, mais ça on le sait, ils sont toujours restés attachés aux traditions, en participant à la vie de la ville d'appartenance. À Bergheim, les premiers Juifs étaient présents à la fin du XIIIe siècle. Comme partout, c'était la mode, ils sont accusés d'avoir diffusé la peste noire en empoisonnant les puits, et donc ils sont expulsés. Mais la synagogue est la seule de la région à ne pas être détruite. Par contre, en 1525, la synagogue, tous les rouleaux de la Torah et les livres saints que la communauté était pourtant disposée à racheter pour 400 florins sont brûlés. En 1540, la communauté juive de Bergheim est la plus importante de la Haute-Alsace. Si ailleurs ils ne peuvent pas posséder des terres, ici ils exploitent des vignes. Cette synagogue, qui date de 1860, a été construite sur le même emplacement de la synagogue médiévale. La communauté juive a été dispersée ou complètement anéantie dans la Deuxième Guerre mondiale. Pour bien rentrer dans l'histoire et les traditions juives alsaciennes, en Alsace, on a la possibilité de visiter plusieurs musées, comme à Buxwiller, un musée qui, à travers un parcours très détaillé, raconte ce judaïsme rural, dans ses traditions, qu'on retrouve même dans sa langue, les Juifs alsaciens. On traverse en voiture des villages qu'on n'avait pas prévu de visiter. Mais au bord de la route, une inscription, un panneau, attire notre attention. Ici en Alsace, c'est tout à fait normal d'arriver même dans un village minuscule et voir d'écriture en hébreu, une synagogue, un cimetière juif. Même s'il n'y a pas de juifs, j'ai l'impression de les voir en train d'aller prier ou rentrer à la maison. C'est normal, je suis un comédien et mon imagination est toujours vivante. Mais la chose extraordinaire est que ici, c'était vraiment comme ça. De village en village, de synagogue en cimetière, les histoires de communautés juives de France ont un point en commun, à part les expulsions, les interdictions, etc., etc. Il y a un événement très positif pour tous les juifs, l'émancipation, être considérés comme des citoyens français. C'est grâce à ça si aujourd'hui nous pouvons visiter ce patrimoine culturel et cultuel. Car avec la naissance d'un consistoire, les lieux de culte se sont renouvelés et les communautés juives ont pu reprendre leur vie. Nous sommes dans les Bas-Rhin et je m'approche à Haguenau, une ville très importante pour l'histoire des Juifs alsaciens. Ici, il y a eu une des communautés parmi les plus anciennes d'Alsace.
Et aujourd'hui, bien sûr, il y a encore une petite communauté. Et donc, je vais tout de suite rencontrer son président. Une communauté très importante, vous m'avez dit, dans le Bas-Rhin. Dans le Bas-Rhin, donc après Strasbourg et Bischheim, donc c'est Haguenau qui est la première communauté en nombre. La preuve, c'est que nous avons une synagogue de 250 places. Ah. Donc il y avait du monde ici. Et il y avait combien à peu près? Il y avait, bon. À peu près. Il faut que je dise que Haguenau a toujours, la ville de Haguenau a abrité des Juifs depuis la fondation de la ville, c'est-à-dire il y a plus de 800 ans. Il y avait toujours des Juifs, en petite quantité, mais ils sont restés jusqu'en 1940. Et disons le maximum de personnes, c'était vers 1850, avec 750-760 personnes. Mais les premiers Juifs, on peut savoir à peu près quand ils sont arrivés, les premiers Juifs ici? Mais ils sont arrivés avec la fondation de la ville. Et ça, nous ne le savons pas. C'est tellement ancien. C'était en 1163. Donc les premiers Juifs étaient présents. Et quelques familles ont suivi les fondateurs de la ville de Haguenau. Là, nous sommes dans la synagogue. Et c'est la première synagogue, il y avait d'autres... Comme la communauté remonte à plus de 800 ans, vous pouvez vous imaginer que ce n'est pas la première synagogue, et de loin. Les premières synagogues datent donc du XIIe, XIIIe siècle, mais c'était des petites synagogues qui étaient dans des maisons particulières. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Ouais. Cette synagogue a été construite entre 1819 et 1821. Elle a été donc sacralisée en septembre 1821. Elle a failli disparaître pendant la guerre de 39-45, parce que vous connaissez l'histoire. Et comme cette synagogue est enserrée entre des maisons, on ne le voit pas ici, pas loin, il a été interdit de l'incendier. Voici le jour de la réinauguration de cette synagogue, le 22 mars 1959. En présence des autorités, vous aviez le Hazan, le monsieur Oskar Kugler, le rabbin Joseph Bloch et le grand rabbin du Bas-Rhin, monsieur Deutsch de Strasbourg. Ici, un membre du consistoire, le docteur Joseph Weil. Et vous étiez présent? J'étais présent à cette inauguration. Et ici, à Haguenau, il y avait, on peut dire, une vie des Juifs, une rue des Juifs, un quartier juif, où vivaient quand même avec les autres aussi. C'était... Les Juifs, depuis longtemps, je ne peux pas vous dire au début, il y a 800 ans, mais depuis au moins 200 ans, au XVIIIe, XIXe siècle, les Juifs habitaient pas loin de leur synagogue. Mais il n'y avait pas de ghetto. Oui, c'est ça. Ils habitaient entre les non-juifs. C'est une plaque qui remonte à une ancienne synagogue. Elle date de 1492, c'est marqué. Mais une synagogue d'ici? De Haguenau. Mais on ne connaît pas une petite synagogue, puisque c'est tellement ancien. Mais en tout cas, on l'a retrouvée il y a longtemps, et elle a été apposée dans cette synagogue dès la construction en 1820. Celle-là a été apposée en 1953, elle n'était pas dans cette synagogue, elle a été retrouvée dans le voisinage, et elle raconte l'histoire de la conquête de l'Alsace par le roi Louis XIV. Haguenau a été incendié en 1676-77, c'est marqué. En 1676 ist verbrannt worden, et elle a été reconstruite en 1683. C'est le moment d'aller visiter le cimetière juif de Haguenau. Il est bien structuré. Il y a le plan divisé par époque et les tombes sont numérotées et bien signalées. Parmi eux, les rabbins de la fin du XVIIIe siècle, Jekyll Guggenheim et le martyr Alexandre Isaac, accusé d'avoir volé des objets de culte dans une église, lui ont proposé de se convertir au christianisme. Mais il a refusé et donc il est monté sur les bûchers en novembre 1752.
La tombe plus ancienne date 1654. Alors nous sommes dans quel... Alors ici, tu t'appelles comment? Moi c'est Bertrand Bertrand. Rich, enchanté. Donc là, Enchanté Bertrand. Alors nous sommes où? nous sommes à Fegersheim, à 13 km au sud de Strasbourg, dans un village où il y avait une grande population juive. Voilà. Vous m'avez dit que sur 1000... et- Sur 1300 à la Révolution environ, sur 1300 occupants du village mère, il y avait 550 juifs. Donc à peu près 30-40% de la population était juive et le restant était catholique. Il n'y avait pas de protestants à Fegersheim parce qu'on était sur une route royale. Donc la route royale, on n'a pas droit aux protestants. Et ça, c'était l'école juive, hein? Alors l'école juive, c'est le petit bâtiment là. Le petit bâtiment. Voilà, c'est ce petit bâtiment, c'était l'école juive qui a marché jusqu'en... voilà, je ne sais plus, pas très longtemps. Ça, c'est le plan de 1842. Le plan, il est plus récent, mais le Ok. village, c'était ça, Ok, le village. ok. Et les maisons blanches là, c'était le quartier? C'était le quartier juif. Mais on Ok. voit qu'il y a plein d'endroits où il n'y a pas de maison blanche, Ah ouais, où il y a c'est ça. aussi des catholiques qui habitaient. Ouais. Mais on voit la surface là où ils habitaient, c'est ça, 550 personnes ici, Ouais. et 800 personnes sur tout ça. Ça, c'était la boucherie juive. La dernière synagogue était là. C'est quelle Ça, c'est- période à peu près? Là, il a été démoli il y a 40 ans, 50 ans, en 74. Par contre, on voit encore plein de choses. La grille, c'est encore la grille de la synagogue. Ah, La grille, c'est la vraie grille, ainsi que le mur. Le mur d'enceinte, avec les convertibles au-dessus, ouais. c'est encore de la synagogue. C'est incroyable ce travail des récupérations, des recherches et les travaux d'entretien nécessaires pour garder ce patrimoine. Tous se sentent concernés, n'importe l'appartenance religieuse, car c'est la mémoire d'une nation. La présence des cimetières juifs est très importante, parce que souvent, on arrive dans des villes où il n'y a plus de vestiges, mais il reste le cimetière ou une pierre tombale. C'est toujours grâce à nos ancêtres si on peut retrouver nos racines. Encore une fois, un grand merci à toutes les personnes qui font ce travail indispensable et précieux de préserver ce patrimoine. Ce cimetière a été autorisé par Maximilien Ier d'Habsbourg en 1550 pour les Juifs du domaine impérial. Malgré toutes les profanations et le vandalisme subis au cours des siècles, 1790, 1813, 1815, 1848, dans ce cimetière, on peut voir 3000 stèles sur 3 hectares et demi de terre. Il est tellement grand que pour visiter toutes les tombes, il faut une voiture et une journée entière. La tombe la plus ancienne date de 1566. Le cimetière est toujours en service. Entre la Révolution et la guerre de 1870, à Weiterswiller, il y avait une importante communauté juive. Une des activités pratiquées par les Juifs, c'était la production du savon. On a le nom de Isaac Low ou Isaac Léopold. Le savonnier fabriquait lui-même sa potasse. Il lui suffisait des cendres de bois et d'eau. La communauté s'est réduite à partir du 19e siècle et des 30 familles, il n'en restait que 2 en 1930. Et le dernier mariage juif a été célébré en 1936. Aujourd'hui, il n'y a plus de juifs. Mais il reste toujours le témoignage de la synagogue et le cimetière.
Je le répète souvent que j'aime beaucoup les Beth Hachaim, la maison de la vie en vérité, les cimetières. Parce que là, je sens vraiment la présence juive de chaque ville, de chaque village. J'aimerais bien connaître chaque nom de chaque personne. Mais déjà être là, ça me donne les frissons. Et c'est un travail toujours à continuer et à maintenir pour notre mémoire. Bonjour Eric Berg, bonjour. Enchanté. Enchanté. Et nous sommes où ici? Nous sommes ici au cimetière israélite de Mertzwiller, qui date de 1830-1840. Ouais. Donc c'est le seul vestige juif qui reste à Mertzwiller, parce qu'avant-guerre, il y avait une école juive, une cinquantaine de familles. Ouais. Il y avait synagogue, donc il y avait toute l'infrastructure juive à Mertzwiller. Les premiers juifs ici étaient présents depuis quand? On sait à peu près? Dans les 1710, 1700, dans les années 1700 à peu près. Ouais. Et la synagogue, il y avait un quartier juif Il y avait une rue des Juifs. Ah, ok. Qui existait à Mertzwiller. Et il y a encore? Ah non, elle a été débaptisée pendant la guerre au nom Adolf Hitler Straße. Non. Ah bah oui. Après, elle a été rebaptisée rue du Général de Gaulle. Donc elle est c'est mieux quand même. Elle n'est pas revenue à rue des Juifs. Ok, très bien. Donc il y a une histoire un peu particuliire que je vais quand même citer. Il y avait un monument aux morts à Mertzwiller. Ouais. Il y a des Juifs qui sont tombés en 14-18. Ouais. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands ont fait enlever au burin le nom des Juifs qui sont tombés en 14-18. Ah. Et grâce à une intervention que j'avais faite dans les années 80 ou 80, j'étais passé à la télé, Ouais. on a pu voir ce monument, on en a parlé, et moins d'un an après, les noms des 4 ou 5 personnes juives qui étaient tombées en 14-18 ont pu réapparaître sur le monument aux morts. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Stéphane Berg, je suis Ouais. également descendant de la famille Berg de Mertzwiller. Ouais. À noter ici dans ce cimetière qu'il y a des tombes écrites en allemand lorsque les Juifs étaient fiers d'être allemands et des tombes écrites en français lorsque les Juifs étaient français. On peut noter également que dans ma famille, mon arrière-grand-père, donc Martin Meir Berg, est décédé après avoir été évacué au début de la guerre. Il est décédé à Chidrac, dans le Puy-de-Dôme. Et son corps a été rapatrié après-guerre et réenterré ici à Mertzwiller, puisque c'était sa famille et c'était son lieu. C'était un juif alsacien de Mertzwiller. Les cimetières juifs sont toujours à peu près constitués de la même façon. Ouais. Alors chacun a quelques originalités qui sont liées surtout à l'espace. Ouais. Alors celui d'ici, une des originalités, c'est ces magnifiques grands arbres. Ouais. On a ici, ce chêne est absolument fantastique et il va donner une ambiance particulière à ce cimetière. La plus ancienne tombe connue est de 1815, mais il y en a peut-être de plus anciennes. Oui, mais retrouvées, on peut dire. Oui, retrouvées, c'est parce qu'il y a 350 emplacements vides qui ont donc été détruits par les nazis. Une des pires barbaries que les Juifs ont subies et continuent à subir, c'est le vandalisme des cimetières. Pas seulement parce qu'il touche nos chairs, mais il touche la mémoire d'un peuple et d'une nation. Un motif de plus de mon attachement au cimetière, c'est ça. Et je crois que la transmission, c'est le remède contre l'antisémitisme. À Marmoutier, il y a un autre musée du judaïsme alsacien. Il se trouve au cœur de l'ancienne rue de la Synagogue, dans un immeuble qui appartenait à la communauté juive. Je vais rencontrer sa présidente, Chantal Reichel. Ici, dans cette rue, il y avait la première synagogue, au bout de la rue. Au bout de la rue. Hein. La synagogue a été créée en 1822, donc ça c'est avant 1822. Même ici, on sent ce judaïsme rural très fort.
Et dans les tableaux, on lit son histoire. Moi, j'ai une première inscription d'un juif qui était venu à Marmoutier, c'est en 1334. Et c'est un Samuel de Mauermünster. Donc, il venait d'ici, il habitait Strasbourg. Après, il y a eu, en fait, ce qui s'est passé. Pourquoi un judaïsme rural? Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que la Grande Peste en 1349 a provoqué une émeute. Il y a eu effectivement les Juifs, il y a eu un premier holocauste, place de la République à Strasbourg. Et donc, les Juifs ont tout d'un coup été interdits dans les grandes villes. Ils ont été interdits dans les grandes villes, justement parce qu'on les accusait d'avoir empoisonné des puits, mais c'était un prétexte pour ne pas payer les créances. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est que tout d'un coup, les Juifs des villes sont partis et ont commencé, il y a eu une diaspora dans les petits villages. Donc, on a accueilli un certain nombre de Juifs, pas trop quand même, pour pouvoir, ici, l'abbatiale, pour pouvoir faire le commerce de l'argent, puisque la chrétienté ne pouvait pas. Et donc, ces communautés, en fait, ont vécu, mais pas dans un ghetto. C'est ça. Ils ont vécu au milieu de la population, et partout en Alsace. Il n'y a jamais eu de ghetto. Et même ici, il y a un trésor qui marque la présence juive, le mikvé. À Mulhouse, la présence d'une communauté juive date du XIIIe siècle. Mais comme partout, à cause d'expulsions, les Juifs reviennent en ville qu'après la Révolution française. Ils contribuent beaucoup au développement du commerce de la ville, surtout dans le tissage. Mulhouse est la ville natale d'Alfred Dreyfus, le capitaine protagoniste de l'affaire qu'il a vu accusé à tort, puis disculpé et réintégré dans l'armée. Avant la synagogue actuelle, au Moyen-Âge, il y avait 2 synagogues, mais il n'y a plus de traces. Et maintenant, je vais rencontrer son rabbin, Note Levantov. Bonjour, rabbin Levantov. Nous sommes à Mulhouse, donc une communauté importante. Et aujourd'hui, il y a une communauté ici encore. Bien sûr, oui. Alors, en semaine, on a un seul office. Toutes les semaines, c'est Ashkenaz, sauf jeudi, on fait l'office Sfarad. Et le Shabbat et les fêtes, on a 2 offices en parallèle, Ashkenaz et Sfarad. Mais on revient à l'histoire. Au XXe siècle, il y a 2 rabbins qui ont marqué l'histoire du Mulhouse et du judaïsme français. Jacob Kaplan et René Hirschler. Jacob Kaplan devient ensuite grand rabbin de France et sa place à Mulhouse est prise par le rabbin René Hirschler. Le rabbin Hirschler, âgé de 23 ans, il donne tout de suite une grande vitalité à la communauté. Il accorde également une grande place aux femmes et à la célébration de le Bat Mitzvah. À partir des années 30, il s'occupe avec sa femme, Simon Lévy, d'accueillir les réfugiés juifs d'Allemagne. Et même pendant la Shoah, ils ouvrent un centre communautaire. René et Simon Hirschler sont capturés, déportés et assassinés. La Shoah a fait beaucoup de victimes en Alsace. Et seulement à l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord, dans les années 1960, la communauté mulhousienne a pu se renouveler. Aujourd'hui, ici à Mulhouse, il y a une belle communauté. J'arrive à Ingwiller, à la frontière du parc naturel et régional des Vosges. Ingwiller est la ville où vivait l'une des plus grandes communautés juives d'Alsace par rapport à ses habitants. C'était la petite synagogue pour l'hiver. Bonjour Michel Lévy. Bonjour monsieur. On est à Ingwiller. Ingwiller.
Une autre, je suis en train de visiter l'Alsace. C'est une ville très importante pour l'histoire juive. Ingwiller est une ville très importante pour l'histoire juive. Il faut savoir qu'en 1843, ici à Ingwiller, il y avait 600 juifs. Et la population d'Ingwiller, à l'époque, était de 1200 habitants, donc c'était la moitié. Il faut savoir une chose, que la synagogue que vous avez là est un ancien château. C'est la résidence d'été des Hanau-Lichtenberg. Et là, il y a principalement des gens, venez voir, je vais vous montrer. Entre autres, ces deux-là, Salomon Lévy et Mina Lévy, qui sont mes grands-parents, qui ont été tués pendant la guerre. Mais pas à Auschwitz, ils ont été jetés vivants dans des puits. Ici? Dans le département du Cher, au milieu de la France. Ça, c'est des gens que j'ai connus. Sûr. Ça, c'est mes arrière-grands-parents. Salomon, ça c'est Félix Lévy, Babette, et ça c'est Salomon et Mina. Donc votre famille vient d'ici? On est d'ici. Vous êtes vraiment d'ici. Je vais vous. Et aujourd'hui, combien de juifs vivent ici? Vous? Je suis le dernier. Alors ça, c'est votre grand-mère. Grand-mère. Pessah, Matzah, Maror. Eh oui. Et à Pâques, ils accrochaient ça dans la cuisine pour que ce soit propre. C'est beau. Voilà. L'arbre généalogique d'une famille et d'une communauté représente l'attachement à ses propres traditions, à ses racines. Dans ce petit univers, je trouve un judaïsme authentique. Là, on est derrière la synagogue. Oui, on est dans le jardin de la synagogue. Et c'était? Et c'était un château. Le bâtiment était un château. Et le mur qu'il y a là, c'est le mur d'enceinte de la vieille ville. Voilà. Et je vais vous montrer quelque chose de sympa. Regardez voir. C'est ce qui se trouvait au-dessus de la Rona Kodesh de la première synagogue. Non, j'ai préparé. Je vais juste vous montrer une photo. Comment était la synagogue avant la guerre. Bien sûr. C'est l'Arona Kodesh. Il était en marbre. Tu as encore des colonnes ici. On peut ouvrir comme ça? Oui, tu peux. Ça sont les colonnes de la première synagogue. Voilà, qui entouraient l'Arona Kodesh. C'est quand même incroyable. Comment, malgré les persécutions et les guerres, on a la chance de pouvoir visiter ce patrimoine. Le préserver, c'est quelque chose que nous ressentons dans le fond du cœur. Une nécessité, un devoir, une responsabilité. On parlait de la lampe. Le vendredi soir, on mettait de l'huile dans tous les godets et on mettait une mèche. On allumait la première mèche et quand l'huile était consumée, la mèche descendait et montait dans l'autre. Et ça durait 24 heures, on avait de la lumière. Et voilà. Lévy, vous parlez le judéo-alsacien. Oui, c'est normal. C'est normal. Donc, et je veux juste dire une chose, les gens d'un certain âge à Ingwiller, il y avait tellement de juifs à l'époque, ils comprennent les mots en judéo-alsacien. J'ai par exemple un exemple où il disait, pendant la période de l'Homère, on va tous les soirs à la synagogue, chaque fois un peu plus tard. Et il y avait des goyim qui étaient assis avec les juifs devant sur le banc, et il disait, il comptait, il disait, vous êtes 9, il en manque un, mais si vous voulez, je peux vous rendre service. Il connaissait tout, quoi. Et quelques mots en judéo-alsacien? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Par exemple... C'est une manière chaume.
Gut kommen. Vous êtes les bienvenus. Ah, ça Voilà. c'est juste alsacien. Voilà. Répétez encore une fois. Ich bin sind meiner schon mal gut gekommen. Ah, Vous merci êtes beaucoup. venus au bon moment. Ah, Voilà. alors ça c'est le talit. Oui. Et quand on disait qu'il n'avait pas d'argent, Ouais. on disait Ahot de Thales mit 7 Farben. Il a le talit avec 7 couleurs. Je dis quand il y a un enterrement en Alsace, les Juifs ne vont plus à la synagogue, c'est les Shiva, ok? Mais dans toutes les synagogues en Alsace, il y a une petite armoire, la petite armoire qui est là-bas. Ouais. Qu'est-ce qu'on faisait avec cette armoire? On prenait un Sefer Torah, on le mettait dans l'armoire, on chargeait l'armoire sur une charrette et avec des chevaux, ils allaient prier dans la famille. Et cette armoire, je l'ai retrouvée au grenier. Cette armoire, elle était au grenier, elle était peinte comme ça, intérieur et extérieur. Et c'est ça où vous mettez le rouleau de la table. Oui, et je vais t'expliquer ce qui s'est passé. J'ai un ami qui habite pas trop loin d'ici et qui me dit, je lui dis, est-ce que tu pourrais m'enlever la peinture à l'intérieur et à l'extérieur? Et le lendemain, il me téléphone en me disant, je ne fais plus rien sur cette armoire, j'ai trouvé quelque chose à l'intérieur. En français, ça s'appelle de la pyrogravure. Pyros, en grec, c'est du feu. Ouais. Regarde voir ce qu'il a trouvé dans la porte. Ouh. C'est les 10 commandements et le chemin Israël, ok? Et je peux même pas l'engueuler, il a cassé, abîmé, et parce qu'il savait pas. Ah oui, bien sûr. 3 lettres. On revient au grenier, à ce judaïsme rural, cette armoire, les 10 paroles, le chemin Israël. Je suis ému. Alors, pardon. Bonjour les grands rabbins de là ou d'autre part. Ça, c'est mon arrière-grand-père. Félix Lévy. C'est sympa ici. Hein? J'ai même gardé les anciennes toilettes. L'ho fatta molto bene. Guarda. Ah oui, Jean-Pierre. Je l'ai dans la voiture. Non. Alors, bonjour Eric Berg. Vai. Après, on se Vai. demande. Ok? Oui. Vai. Alors, bonjour. Come si chiama? Il... Ça, je sais pas. Dell'acqua. Dis-moi cette histoire de livre de ville, là. On est à côté de Chervillers. Ouais. Alors, ciao Yoav. Ciao. Yoav Rossano. Alors, c'est lui qui m'a amené à la... pour... non.